BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans le H avec notre invité Jean-Claude Maillet, secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Claude Maillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Où est-ce que vous serez demain? Demain, on va rappeler jour de mobilisation de la CGT. Je suis à une réunion syndicale européenne à Bruxelles. D'accord, donc vous ne serez pas dans la rue, ça on le savait déjà. Oui, on le savait déjà. Mais en revanche, il y aura quand même nombreuses fédérations départementales de Force Ouvrière qui seront dans la rue. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas un peu déstabilisé, Jean-Claude Maillet? Je n'ai pas l'air déstabilisé. Vous savez, Force Ouvrière est une organisation où la liberté n'est pas un vain mot. Il arrive que de temps en temps nous appelons des manifestations, certains ne veulent pas y aller, qu'on n'appelle pas et d'autres y vont, etc. On appelle ça le fédéralisme dans notre jargon syndical, ça veut dire une très grande autonomie et, des structures. Alors là, effectivement, il y a des camarades dans certains endroits qui considèrent ou qui n'ont pas compris ou qui considèrent qu'il faut défendre dans la rue contre ces ordonnances. Ce qui n'est toujours pas la position du bureau confédéral, c'est-à-dire de l'ensemble des membres du bureau confédéral. Il y aura comme une dizaine de fédérations dans la rue, notamment le transport. Moins de fédérations, 7 je crois, et puis 50 UD à peu près. Oui, donc départementale, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon. Oui, union départementale, tout à fait, c'est le jargon. Est-ce que c'est vraiment le premier test pour Emmanuel Macron, notamment sur cette réforme, sur la méthode de réforme c'est un test qui peut avoir valeur de quoi pour vous? C'est à partir du moment où il y a eu une concertation. Alors, il fallait y aller à cette concertation, c'est ce que nous avons fait. Plusieurs organisations syndicales ont joué. Quand j'y jouais, c'est pas un jeu, mais ont concerté pendant tout l'été, d'autres beaucoup moins. Donc, à partir du moment où on a obtenu qu'il y ait une vraie concertation, il fallait aller dans cette concertation. Alors après, c'est un choix. D'autres ont choisi, avant même qu'on discute, d'appeler une journée de mobilisation sans demander rien à personne. C'est leur responsabilité. Mais on ne pouvait pas à la fois dire j'appelle à mobiliser, mais je vais me concerter, parce qu'il y a problème de crédit à un moment donné. Donc, la concertation s'est terminée. On a fait une analyse de ces textes. Il y a des points qu'on a obtenus. Il y a des points qu'on a bloqués. Et il y a un paquet de points aussi où on est en désaccord, notamment sur tout ce qui est licenciement prud'homme, on a des désaccords de fond. Je n'exclus pas d'ailleurs que sur des questions, on verra quand il y aura le texte final des ordonnances, c'est le 22 septembre je crois, on verra si juridiquement on doit attaquer ou pas. Ça après, ça fait partie des choses que l'on peut faire, mais à partir du moment où il y a eu une vraie concertation, je dis pas que c'est un compromis acceptable, parce qu'il y a beaucoup de points où on est en désaccord. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, et je dis toujours que Force Ouvrière, génétiquement, c'est une organisation réformiste exigeante. On n'accepte pas tout. On va revenir et peut-être un peu plus dans le détail, parce qu'effectivement, vous êtes vous avez défendu les branches, et il y a beaucoup, notamment Philippe Martinez de la CGT, à qui je pose la question, qui dit mais non, en fait, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont du ressort de l'entreprise. On va rentrer dans le détail. Juste, si demain il y a beaucoup de monde, ça veut dire quoi? On verra demain. Écoutez, moi, vous savez, moi, je dis toujours une chose à la fois. On verra demain ce qu'il y aura comme monde dans la rue. S'il y a du monde, on va faire toutes les hypothèses. On verra. C'est la question d'après. J'en sais rien, franchement. Ça veut dire quoi, du monde? Justement, vous connaissez les manifestations. À partir de quand on peut dire qu'il y a du monde dans la rue? J'en sais rien, franchement. Moi, je ne juge. Même en temps normal, même quand j'appelle le bureau confédéral à peine à manifester, je ne rentre jamais dans ce genre d'exercice. On verra demain ce que ça donne. Il y a une autre annoncée le 21. Il y a une manifestation politique le 23 avec des slogans politiques. Mais c'est un parti politique, c'est normal qu'il y ait des slogans politiques. Voilà, on n'est pas non plus là-dedans. À un moment donné, on verra comment les choses se dérouleront dans les jours à venir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, notamment pour la CGT, justement, qu'il y ait plus de monde le 23 septembre, manifestation c'est leur problème. Moi, je ne rentre pas dans les guéguerres. Mais ça va forcément vous toucher, Jean-Claude Maillet. Le 23? Non, en l'occurrence, le demain et le 21 septembre. Demain, on va regarder les choses. S'il y a beaucoup de syndicats de Force Ouvrière, oui, il y en aura, mais forcément un impact. Pas forcément beaucoup, j'en sais rien. Écoutez, moi, je regarderai ça demain soir tranquillement. Oui. Voilà. On verra. Ça veut dire que vous êtes inquiet? Non, est-ce que j'ai l'air inquiet? Je sais pas. Non, je ne suis pas inquiet. Je suis une vieille bête, je suis pas inquiet. Ouais. Moi, je pense que Force Ouvrière a toujours été une organisation réformiste. On s'est trouvé l'année dernière. Jusqu'à un certain point, justement. Ouais. Non, mais le réformisme, ça veut pas dire béni oui. Ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Quand on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas pu dialoguer comme ce fut le cas l'année dernière, s'il faut descendre dans la rue, on n'hésite pas une seconde. Là, on n'est pas dans cette situation, selon moi, aujourd'hui, mais réformiste militant, ça veut dire qu'on est exigeant, etc. Après, chacun se fait sa propre opinion. Mais on n'est pas une organisation qui va toujours dire non. De la même manière qu'on dit jamais toujours oui. En fait, est-ce que Philippe Martinez, il raconte pas des cracks? Je m'explique. En fait, il y a eu beaucoup de négociations, si on en croit. Ça n'a pas arrêté pendant 3 ans. Y compris avec la CGT. Donc les 5 syndicats, vous êtes... attendez, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu les 5 secrétaires généraux ou présidents se sont rencontrés 3 fois.
Je D'accord. vais même vous dire, ça a été annoncé dans la presse Oui. hier, qu'il y a même eu une liste de ce qu'on appelait des lignes rouges communes entre les 5 confédérations, que chacun s'est engagé à défendre devant les pouvoirs publics, ce que nous et d'autres on a fait. Après, il y a eu des concertations officielles, 6 ou 7 réunions plus Oui. le Premier ministre, et après, il y a comme toujours, moi j'ai demandé pour FO pas mal de réunions supplémentaires, et on ne nous a jamais dit non, et on a discuté de bout de gras. Avec Il y en la a- CGT. Non, avec le gouvernement. D'accord. Après, chacun, on rentre dans une Parce que concertation Philippe à fond ou Martinez, pas. il dit qu'il n'a pas le 06 du Premier ministre, ni celui d'Emmanuel Macron, et donc il n'a pas discuté, il n'a pas été appelé. Vous avez Mais été... moi, j'ai pas attendu qu'on m'appelle. C'est ça la différence. Moi, D'accord. j'ai appelé pour voir les gens, leur dire voilà, ça c'est nos lignes rouges, est-ce que ça bouge ou pas? Et si on discute par exemple de la question de la branche, il y a une différence historique entre la CGT et FO, entre autres. C'est que du côté de la CGT, ils ont beaucoup toujours fait confiance à la loi, plus à la loi qu'à la négociation. Il faut de la loi, il faut bien entendu un code du travail. Mais je rappellerai que dans le code du travail, il y a des éléments qui nous plaisent pas non plus. Bon. Par contre, nous, on fait confiance plus à la négociation. Et là, à la branche. Oh. à la branche et à l'entreprise. Mais la branche est un élément essentiel. C'est ce qui fait qu'on est dans une république sociale, qu'on assure un minimum d'égalité de droits. Là, on a renforcé le rôle de la branche. Alors après, il pourra y avoir négociation de l'entreprise, mais par des accords qui seront maintenant des accords majoritaires à 50%. Je rappelle qui est à l'origine de ça. La CGT notamment, dans une position commune de 2008. Bon, voilà. Donc, si l'accord de branche doit bouger, il faudra trouver dans l'entreprise un accord à 50%. Je peux vous annoncer d'ailleurs que vraisemblablement, dans l'un an ou les 2 ans à venir, globalement, il y aura moins d'accords d'entreprise. Parce que trouver un accord d'entreprise à 50%, c'est beaucoup plus dur qu'à 30%. Donc il y aura un effet sur la négociation collective. Mais il est essentiel que la négociation de branche perdure. Qu'on ne fasse pas comme les Allemands, les Grecs, les Espagnols ou les Portugais. Donc on préserve ça. Après, il y aura des aménagements. Mais où on fait confiance à la négociation ? Parce que si on ne croit pas à la négociation, si on pense que les syndicats vont se faire avoir dans les négociations de branche, alors c'est le problème de l'efficacité syndicale. Mais qui pose justement, c'est sur la autre chose. question des CDD, si on regarde maintenant, vous avez eu le temps de regarder le texte dans le détail, du reste, il y a quand même, moi j'ai devant moi le communiqué du 15 septembre de la commission exécutive de Force ouvrière qui montre, qui est quand même, on a au point qu'on a même cru que c'était un peu une reculade de Force ouvrière par rapport au texte. Parce que beaucoup plus prudent que la limite de vos déclarations, Jean-Claude Maillet. Non, vous savez qui a écrit le texte ? C'est moi. Alors donc, il y a... Oui, peut-être parce qu'on vous tenait un peu vous tenez le stylo. Ah non, ça, je n'ai jamais accepté qu'on me tienne le stylo. J'en discute. C'est moi qui propose, le bureau confédéral accepte, et après, je propose le texte à la commission exécutive. Non, parce qu'il y a effectivement des points de désaccord qui persistent, notamment sur tout ce qui a trait au prud'homme, sur plancher-plafond, sur les possibilités, les reculs sur certains licenciements, la question des licenciements économiques, etc. Il y a des points de désaccord de fond, mais je ne l'ai jamais caché. De régression sociale. Hein, sur certains points, oui. Sur certains, pas sur tout. Mais moi, il y a une chose dont je suis persuadé. C'est si nous avions dit, avant qu'on discute, allez, on appelle à manifester, eh ben, ça serait passé en force. Et puis aujourd'hui, la branche, elle n'existerait plus peut-être. Voilà. Bon, il y a une partie du travail qui a été positive, il y a une partie qu'on n'a pas pu bloquer, c'est évident. Est-ce que vous diriez qu'il y a plus de flexibilité, notamment en termes de licenciement aujourd'hui ? Il y a une facilité plus grande de licencier dans certains cas, oui, tout à fait. Si, par exemple, pour des questions de fonctionnement de l'entreprise, il peut y avoir une suprématie, dans certains cas, de l'accord collectif sur le contrat de travail. J'attends d'ailleurs de voir ce que dira le Conseil d'État sur cette affaire, parce que sur le projet de loi d'habilitation, le Conseil d'État avait dit que c'était pas possible. On attend, je crois que c'est le 15 que le Conseil d'État va rendre son avis. On va regarder ça avec attention également. Oui, dans certains cas, il y a des facilitations, oui. Sur les questions de primes d'ancienneté, de congés, ça sera du ressort de l'entreprise. La prime d'ancienneté, ou les primes qui existent, qui sont parfois, pas toujours, mais souvent négociées au niveau des branches. Les branches vont continuer à négocier. Une entreprise pourra, par accord majoritaire, changer les choses. Mais s'il n'y a pas d'accord... Elle pourra changer, donc ça sera... Oui, certaines choses, mais par accord à 50%. Et si l'entreprise, il n'y a pas d'accord dans l'entreprise, c'est la branche qui s'appliquera. Donc la branche continuera à exister, y compris sur ces questions-là, même s'il y a des possibilités de... Alors, le texte dit, ce qui sera selon moi source de contentieux juridique, à garantie au moins équivalente. Ça, juridiquement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment. La question des CDD et des contrats de branche, en l'occurrence. Les contrats de branche, ils vont être étendus ou pas ? Les contrats de chantier, pardon, excusez-moi. Sur la question des CDD, on part de quoi sur la question des CDD ? On part d'une suppression de tout ce qui est CDD du Code du travail pour renvoyer tout l'entreprise. Ce ne sera pas le cas. Nous obtenons que dans la loi restera
le motif du recours au CDD ainsi que le niveau de la prime de précarité. Après, c'est la négociation de branche et non pas la négociation d'entreprise qui n'aura pas à intervenir sur les CDD. Encore une fois, où on fait confiance à la négociation de branche ou pas. Si on fait plus confiance à la négociation de branche, alors ça veut dire quoi pour le syndicalisme? S'il fait plus confiance à la négociation, ça veut dire qu'il faut de la loi. Et pour avoir les bonnes lois, il faut qu'on ait les bons députés. Donc pour avoir les bons députés, il faut qu'on fasse de la politique. Ça n'a jamais été le choix fait par Force ouvrière. Et sur la question des contrats de chantier, est-ce qu'ils vont être étendus ou pas? Parce que moi j'ai du mal à... Est-ce qu'ils vont être étendus? Parce que certains, ce que dit Philippe Martinez, j'ai écouté en ce matin député de la France Insoumise qui disent ça va être étendu. Parce que c'est eux qui négocient. Non, mais parce que Ce sera on n'était pas demandeur du contrat de chantier. Ouais. Pas plus qu'on était demandeur de la fusion des institutions représentatives du personnel. Mais le contrat de chantier qui existe dans 2 secteurs aujourd'hui, dans le bâtiment et il existe dans Syntec, la branche du Syntec. Numérique, oui. Ouais. Tout à fait. Pour qu'il y ait une extension, il faut que dans les branches, ce soit négocié. Alors, on va voir. Et où on fait confiance à nos négociateurs de branche ou pas, ça ne veut pas dire peut-être qu'il n'y aura aucune extension du contrat de chantier. D'accord, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Bah non, c'est la négociation de branche qui décidera. D'accord. C'est pas l'entreprise, c'est la branche. Le niveau national de négociation, c'est celui qui assure un minimum d'égalité de droit, anti-dumping social, anti-dumping économique. Justement au niveau des branches, pourquoi est-ce que ça bloque autant? Il y a donc 700 branches, on dit qu'il y en aura peut-être bientôt 500, mais on sent que ça bloque des 2 côtés, du côté des syndicats, et ça bloque des côtés aussi patronales. C'est pas que ça bloque, mais il y a déjà des branches qui ont été fusionnées. Il y en a déjà. Bon. Il n'y en a pas beaucoup. On est quand même à 500, alors que l'objectif il y en a une est centaine 150. déjà. 100 ou 100. Oui, mais attendez, ça se règle pas comme ça. Quand vous avez plusieurs conventions collectives, par exemple, et que vous voulez rassembler ça dans une seule branche, quelle va être la référence? Quelle convention collective on va prendre? Est-ce qu'on va prendre la meilleure? Notamment parce que la meilleure... Donc ça signifie qu'on ne règle pas ça à coup de décret. On règle ça par la discussion, la négociation. Donc ça se règle pas en 6 mois, c'est évident. Alors il y a un mouvement qui est engagé, que tout le monde, tous les syndicats et tous les organisations patronales ont dit OK, on est prêt à l'engager, mais ça se règle pas en 2 coups de cuillère à peau. Est-ce que vous êtes, vous avez dit je conserve un peu toutes mes forces, notamment pour la discussion autour de l'assurance chômage, parce que vous en aurez peut-être besoin demain. Peut-être. Sur l'assurance chômage, quelles sont les lignes rouges de Force ouvrière et de Jean-Claude Maillet? Je rappelle, c'est pas Jean-Claude Maillet en tant que tel, c'est les instances. Bon. Les lignes rouges, par exemple, c'est d'arriver à un système à l'anglo-saxonne où il y aurait un minimum pour tout le monde, que ce soit les indépendants, les salariés, à charge pour chacun après de s'assurer s'il le veut ailleurs. Ça, c'est un système anglo-saxonne. Ça n'est pas possible. Ensuite, deuxièmement, mais c'est pas qu'une position de FO là. Pour le coup, c'est une position des 5 confédérations et des 3 organisations patronales. On gère plus l'assurance chômage aujourd'hui. C'est Pôle emploi. Par contre, on a une responsabilité, syndicat patronat, c'est de fixer le niveau des cotisations et des prestations. Ça, nous tenons à le conserver pour les salariés. Oui, écoutez, mais regardez, c'est quand même un naufrage, hein, la gestion de la gestion. Arrêtez un Attendez, c'est combien? C'est 40 milliards de dettes? C'est combien cette année, ça va être combien? C'est du cumulé. Vous avez vu combien il y a de chômeurs? Oui. Donc on fait quoi? Donc on a maintenu depuis un système qui est encore considéré avec ses insuffisances comme un des meilleurs. Pas surtout, il y a des pays où ça peut être meilleur sur tel ou tel point. Je rappelle que la dernière convention d'assurance chômage que nous avons signée, nous avons identifié tous les signataires la moitié de la dette, grosso modo, est due au rôle de l'État. Donc qu'il y ait des discussions sur cette question, oui, mais nous tenons, nous tenons à conserver, au moins pour ce qui concerne les salariés, les paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est le niveau des prestations, le niveau des cotisations. Ben oui, mais il y a suppression des cotisations, justement. Ils veulent supprimer une part de la cotisation, qui est la cotisation salariale, pour mettre de la CSG. Ça, on n'est pas d'accord non plus, d'une manière ou d'une autre. Il restera la cotisation. C'est pas fait, on n'a pas encore discuté. Alors, c'est la position affichée par le gouvernement. Du programme d'Emmanuel Macron. Oui, attendez, le programme, c'est quoi? C'est aussi des têtes de gondole, les rayons sont pas remplis. C'est comme sur le code du travail, il n'est pas rentré dans le détail d'une manière ou d'une autre. Alors au début, c'était tout étatisé, on sort tout le monde. Aujourd'hui, ça a l'air plus souple au moins dans les discours. On n'a pas encore discuté de ce dossier. Mais vous êtes d'accord que dès lors qu'il y a une baisse des cotisations salariales, quelque part, c'est sûr que c'est normal que l'État reprenne la main sur la gestion de l'assurance chômage. Il a un rôle plus important, qui est un rôle plus important, mais comme oui, mais ça veut dire qu'on irait vers un système d'étatisation. Je ne suis pas persuadé, moi, que l'État gérera mieux que les assurés sociaux et que les organisations syndicales et patronales. Attendez, c'est quoi? Si par exemple, c'est pour remettre en place une dégressivité des allocations, ou alors d'être très dur sur vous avez refusé 2 propositions, tac, vous êtes radié. Je rappelle que ce sont déjà les textes. Sauf que c'est pas aussi évident que ça à mettre. Si vous dites à un ingénieur demain tu seras chauffeur chez Uber, c'est peut-être pas la même chose. Donc là aussi, attendons de voir.
déjà les discussions, puis on verra. Mais moi, je n'exclus, par définition, à chaque fois, je n'exclus jamais rien. Donc les lignes rouges, c'est... Ça, il y a les indépendants. Si les indépendants... Démissionnaires et indépendants, en tous les cas, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Oui, mais ce que les indépendants veulent se couvrir. D'élargir l'assurance. Sauf que disent les indépendants, ce que j'entends aujourd'hui? J'entends, ah oui, mais nous, on n'a pas d'argent pour payer. Donc qui va payer la couverture des indépendants? D'autres indépendants disent, mais moi, j'en veux pas parce que je suis déjà couvert par mon assurance, etc. Donc c'est pas aussi évident que ça. D'accord. Sur la suppression du RSI? Écoutez, il y a des problèmes 1er sur le janvier, RSI, oui, ça semble pas dire qui est le contraire. notamment dû, non pas aux gens qui travaillent, mais aux réglementations, notamment du côté des URSSAF, qui géraient en partie pour le RSI. Et c'est vrai qu'il y a, quand vous, je sais pas, moi, une TPE fait une très bonne année, ce qui peut arriver, tant mieux pour elle, et que 2 ans après, vous êtes encore prélevé en termes de cotisation sur l'année, la bonne année que vous avez fait 2 ans avant, c'est logique qu'il y ait certaines TPE qui sont là au tapis pour ces questions-là. Donc ça, il faut finalement, réviser. le RSI, c'était... C'est pas le RSI en tant que... Oui. Écoutez, le RSI a été constitué en dépit du bon sens à l'époque. Oui, je m'en souviens, N'importe quelle manière. Ensuite, on a dit ce sont les URSSAF, mais les URSSAF avec leur législation, le personnel fait ce qu'il peut, sauf qu'il y a des bugs. Et par exemple, quand on dit aujourd'hui, il faudrait qu'un employeur puisse faire de l'autodéclaration, ça veut dire s'il a une chute du chiffre d'affaires et de son activité, qu'il puisse tout de suite rectifier, qu'il n'attende pas 2 ans, parce que comme ça, il va au tapis. Donc, sur l'assurance chômage, juste pour être clair, sur vous avez quoi, 2-3 lignes rouges Pas baisse de cotisation. Il y a à la fois le problème de la cotisation, il y a à la fois la nature du régime, notamment pour ce qui concerne les salariés, et puis attention à ne pas de renier des droits aux salariés et aux demandeurs d'emploi. Voilà, c'est comme toujours quand on discute de l'assurance chômage, mais on ne veut pas d'une étatisation du système, tout simplement parce que je considère que les interlocuteurs sociaux, syndicats, patronat, depuis 1958, que date ce régime, n'ont pas démérité. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de Force ouvrière, Jean-Paul Maillet? Est-ce que ça fait 13 ans que vous êtes un fainéant? Non, écoutez, ça, je trouve que c'est des mots qu'on ne doit pas employer d'une manière ou d'une autre. C'est blessé inutilement. Je ne sais pas qui se sent concerné. Moi, je me sens pas concerné directement, que les choses soient claires. Mais c'est des mots qu'il faut mieux éviter. Oui. Oui, ça sert à rien de dire. Mais ça. vous êtes d'accord de dire qu'on n'a pas beaucoup réformé en France, quand même? Attendez, vous savez combien il y a eu de réformes sur le Code du travail? Il y a dû en avoir une centaine depuis une quinzaine d'années. Arrêtons de dire... Non, je pense qu'un des problèmes français, c'est qu'on fait trop de lois. C'est vrai dans le domaine fiscal que dans le domaine du travail, etc. La logique aurait voulu, par exemple, le calendrier électoral, c'est pour moi qui fixe ce calendrier de la présidentielle, l'a pas permis. Mais la logique voudrait, par exemple, qu'on évalue ce qu'a donné la loi travail de l'année dernière avant de refaire une nouvelle loi. Bon, et là, j'ai demandé au nom de FO qu'il y ait de véritables évaluations des lois. Par exemple, dans 2 ans, il faudra faire une évaluation de ces ordonnances. Et s'il y a des trucs qui n'ont pas marché, il faudra savoir les changer. Une question peut-être sur un gros dossier, en l'occurrence, parce que Bruno Le Maire est à Rome pour négocier sur STX avec ce feuilleton. L'État qui a pris 51%, peut-être une nationalisation avec l'État qui veut nationaliser, pardon. Force ouvrière est très très présente à STX. Est-ce que vous avez une position? Est-ce qu'il faut trouver un accord avec les Italiens? Il faut respecter sa parole, sa signature quelque part? Oui, non, mais attendez, ça peut changer aussi. Ça peut changer aussi. Il y avait vraiment de gros risques. Le système tel qu'il était monté avec les Italiens, pas simplement Fincantieri, mais aussi les autres, ça veut dire qu'il y avait un risque à la fois de transfert de technologie. On l'a vu sur certains types de bateaux ces dernières années. Donc ça ne marchait pas. Nous sommes partisans, on l'a dit depuis le début, d'une nationalisation, même si elle est temporaire, le temps qu'on rétablisse quelque chose de sérieux. C'est à la fois pour l'activité, à la fois pour l'emploi, à la fois pour le savoir-faire. Donc on joue gros sur cette affaire. On ne va pas non plus que sur certains types de bateaux... ça part à l'étranger. Enfin, on est quand même... Les entreprises françaises, elles n'arrêtent pas de racheter, surtout les entreprises italiennes. Donc, je veux dire, il fait la réciproque. Oui, mais dans le cas présent, c'est pas simplement l'entreprise italienne, c'est aussi les liens entre les entreprises italiennes et les entreprises chinoises. Il y a un vrai risque, ça s'est fait sur 2 types de bateaux déjà, il y a un vrai risque de transfert de technologie. Donc, on doit savoir préserver une activité qui a un carnet de commandes bien rempli, au moins sur 10 ans. Et si ça passe, et nous on considère que oui, par une nationalisation, même si elle est temporaire, il ne faut pas hésiter une seconde. Et donc le compromis que va chercher Bruno Le Maire, pour vous, c'est quoi les compromis? J'en sais rien, écoutez, moi... Oui, non, mais pour vous... Oui, non, mais c'est quoi le compromis? Moi, je pense qu'il faut la nationalisation, et après on discute, on retrouve un nouveau tour de table. Si nécessaire, on retrouve un nouveau tour de table, bien sûr. Oui, ça c'est un point. Autre gros dossier, Nokia, donc, qui a racheté Alcatel, qui avait pris les engagements. Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État à l'économie, a annoncé ce matin qu'il allait recevoir les syndicats jeudi, parce que le Nokia a annoncé donc des suppressions de postes, qui est un peu le contraire de ce qu'ils avaient promis quand ils ont racheté Alcatel. Est-ce que vous serez à Bercy?
Non, je crois que Force ouvrière n'est plus présent chez Nokia, donc on ne sera pas à Bercy à partir de là. Hein, mais on voit très bien que c'est une entreprise qui quand même réalise de bons chiffres d'affaires et de bons bénéfices et de bons dividendes sur le plan global. Et avec des risques de suppression d'emplois dans un secteur qui a beaucoup morflé ces derniers temps. Et bien justement, ça fait le lien avec la réforme du Code du travail, parce que justement, dans les ordonnances, ça sera au niveau national que doit être mesuré. Oui, il y a une insuffisance là. Il y a une insuffisance. Sur le texte, oui, il y a une insuffisance que j'ai expliqué au gouvernement. Attendez. Si on peut très bien savoir, imaginez qu'une multinationale veuille fermer un établissement en France. Il y a parfois, et j'ai des exemples, il y a parfois où la multinationale organise 2-3 ans avant la fermeture. Il y a une technique très simple qui s'appelle la technique des prix de transfert, entre une entreprise mère et ses filiales. Bon, si 2 ans avant, et on peut le prouver ça, par un rapport d'expertise ou si l'administration fait son travail. Nous, ce qu'on disait, c'est si on a ce constat, il faut que la justice tranche très rapidement. Alors là, on n'a pas été suivi complètement parce qu'on reste dans un domaine pénal qui risque de durer 3 ou 4 ans. Donc nous, on voulait être plus ferme sur les cas où on démontre effectivement que ça a été organisé, la fermeture. Or là, le texte ne va pas assez loin. Ouais. Juste un point, Jean-Claude Maillet, peut-être pour conclure, justement à propos de Laurent Berger, de la CFDT, qui s'est dit déçu justement par ces ordonnances, parce qu'il trouve que le rôle du salarié, notamment en termes de conseil, j'ose pas dire de cogestion, parce que ça c'est le gros mot allemand, on ne va pas assez loin, ça ne va pas assez loin, il n'a rien obtenu. Vous êtes prêt à le soutenir? Non, mais attendez, ça, chez un pluralisme syndical, on n'est pas d'accord sur tout. Bon. Là-dessus, vous êtes non, nous, c'est pas un point essentiel pour nous, et même sur la qu'on appelle la cogestion, on n'est pas favorable. Nous, on dit le syndicat. Mais on en est loin, c'est pour ça que j'hésitais à employer ce mot-là. Doit rester dans son rôle. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas discuter de stratégie d'entreprise ou autre. C'est une question de confiance également. Mais il a marqué une déception au nom de son organisation en disant ça va pas assez loin sur la gouvernance d'entreprise, le nombre d'administrateurs salariés, etc. C'est son droit. Merci beaucoup Jean-Claude Maillet, secrétaire général de Force ouvrière. Donc demain soir, vous verrez, niveau de mobilisation, ça sera important. Et on verra. On verra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Claude Maillet, dans Force ouvrière. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve bien sûr ce soir, 18h30. Sœur des économistes, Agnès Benassi-Kéré et Christian Boisseux. À ce soir, d'ici là, très très bonne journée.